Certains films échouent parce qu'ils sont mauvais, d'autres parce qu'ils sont oubliables. Et puis il y a ceux qui échouent simplement parce qu'ils arrivent trop tard. La planète au trésor est exactement ce genre de film. Ce film, c'est un projet rêvé par des scénaristes de talent pendant plus de 15 ans. C'est un paradoxe cruel. Un film qui a dû attendre des années pour que sa vision puisse enfin exister, pour pouvoir offrir des décors spectaculaires, et une épopée de science-fiction encore jamais vue, alors que le monde est passé à autre chose. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire d'un des plus grands échecs des studios Disney, sans doute l'un des échecs les plus injustes. La production de La planète au trésor est sans doute aussi épique que le film en lui-même. Ce qui rend ce film culte au-delà de son histoire, c'est qu'il a été rêvé par deux scénaristes des studios Disney pendant très longtemps avant de voir le jour. En vérité, l'histoire de ce film ne commence pas à sa sortie en 2002, mais bien en 1985, bien avant la renaissance Disney. Je vous en ai déjà parlé, lors d'une réunion, Ron Clements et John Musker présentent plusieurs idées de long métrage. Notamment le titre du film qui contribuera à remettre le studio sur le devant de la scène et ouvrira plus tard à une nouvelle ère, La Petite Sirène. Lors de cette réunion, les deux réalisateurs vont également présenter un autre scénario. Un scénario qui reprend les grandes lignes du livre de science-fiction de 1883, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. À cette époque, Paramount réfléchit également à un projet de film spatial inspiré de l'île au trésor dans l'univers de Star Trek. Le projet n'aboutira jamais, mais l'idée suffit à refroidir Michael Eisner qui préfère éviter toute concurrence. Mais Musker et Clements n'oublient pas pour autant leur projet. Plus les années filent, plus le scénario devient une obsession. On est en 1989, juste après la sortie de La Petite Sirène en salle. Ils reproposent l'idée, et elle est de nouveau refusée. Mais vous connaissez le dicton, jamais 203. Et surtout, vous savez que chez Disney, quand une idée est là, elle ne se perd jamais. À la sortie d'Aladdin, ils vont représenter leur idée à notre ami bien connu, Jeffrey Katzenberg. Mais celui-ci n'est tout simplement pas intéressé. Pas un mot de plus. L'idée est tout simplement rejetée. Katzenberg souhaite que les deux réalisateurs travaillent sur une adaptation de La Princesse de Mars, un roman de science-fiction fantasy. Mais ceux-ci sont furieux. Le directeur des studios ne veut pas de leur projet ? Très bien, ils vont alors prêcher leur cause auprès de Roy E. Disney, président de Feature Animation. Et ça fonctionne. Disney soutient leur projet et en discute avec Katzenberg, qui accepte, à une condition. Réaliser un banger pour les studios afin de se remettre des déceptions au box-office de Pocahontas et Le Bossu de Notre-Dame. Et ce banger, c'est Hercule. Mais on l'a vu dans la vidéo précédente, ça ne va pas se passer comme prévu. Ah, Phil! Oh, j'ai été génial! Oh, ils m'ont même applaudi! Un peu. Désolé de te dégonfler les chevilles, mais ils ont à peine tapoté. Et le film s'inspirant de la mythologie grecque ne va pas répondre aux espérances des studios. Pourtant, la conception de La planète au trésor va débuter en 1997. Après plus de 10 ans et 3 refus, Musker et Clements ont enfin gagné. Comme quoi, parfois ça peut prendre très longtemps, mais il ne faut jamais renoncer à un projet auquel on croit sincèrement. C'était la touche développement personnel de la vidéo, on se diversifie sur cette chaîne. Mais c'est ici que le paradoxe commence vraiment. Il aura fallu des années pour faire accepter ce projet, mais entre-temps les techniques d'animation ont pu se parfaire. Et c'est exactement grâce à ça que l'animation de La planète au trésor est inégalable. Le retard de production est paradoxalement bénéfique à la conception visuelle du film. Musker et Clements veulent des mouvements de caméra dignes de Steven Spielberg ou James Cameron. Et ça, en 1985, c'était impossible. Mais avec le développement de la 3D déjà intégré partiellement dans Aladdin ou encore La Belle et la Bête, c'est parfaitement possible. L'animation principale du film débute en 2000, avec une équipe monstrueuse d'environ 350 personnes. Et encore, on n'en est pas encore à l'apogée de la production, car en 2002, les effectifs s'élèveront à plus de 1000 personnes ayant contribué de près ou de loin au projet. Clements s'attelle au scénario du film. Et l'idée est simple, développer l'histoire de l'île au trésor, mais dans l'espace. Sauf qu'il veut que le film soit chaud et amusant. Le but n'est donc pas de présenter une science-fiction crédible, mais une immersion totale. Exit donc les tenues spatiales et les aciers froids propres aux productions de science-fiction. L'espace devient un endroit chaud et amusant, en privilégiant une esthétique rétro-futuriste. Les animateurs troquent alors la combinaison spatiale blanche pour des vêtements du XVIIIe siècle, plus proches du roman original, et les navettes et fusées pour des navires volant à l'esthétique pirate.
En gros, moderniser le livre de 1800 pour le rendre passionnant auprès de la jeunesse actuelle. Et cette modernisation va aussi passer par une transformation des personnages. Dans le roman, Jim Hawkins est un garçon très intelligent et doué. Mais pour les animateurs, ce type de profil ne parle plus à la jeunesse des années 2000. Et le choix est fait de rendre le protagoniste plus perturbé, en proie au doute, et surtout en faire un jeune adulte qui se demande qui il est vraiment. Pour la conception des décors, l'équipe utilise la règle du 70-30, c'est-à-dire 70% de style traditionnel et 30% de science-fiction. Pour le côté traditionnel, il s'inspire d'artistes comme Howard Pyle ou encore N.C. Wyatt, de l'école d'illustration Brandywine, dont les illustrations sont énormément utilisées pour les livres de jeunesse classiques et d'aventure avec une patte de couleur chaude typique. Pour proposer des paysages bien plus impressionnants que les précédentes productions, les animateurs vont utiliser le procédé Deep Canvas, mis en place par Tarzan quelques années auparavant. En très résumé, des paysages 3D sont développés dans les moindres détails, bien avant d'imaginer les scènes qui vont s'y dérouler. Les personnages sont rajoutés par après à l'intérieur, ce qui permet des mouvements de caméra fluides. Comme si des acteurs jouaient une scène dans une pièce sans que l'on ait à modifier le décor. Tout ça appuyé par une utilisation de logiciels informatiques qui ont déjà fait leur arme pendant 10 ans. Car la planète au trésor, c'est un véritable terrain de jeu technique. La 3D est bien plus utilisée qu'avant et surtout bien mieux intégrée. Et pas seulement au décor, mais aussi aux personnages. Notamment pour le bras robotique de Silver. Anecdote amusante, pour juger de la crédibilité du bras du pirate avant sa réalisation, les animateurs ont utilisé un extrait de Peter Pan pour ajouter le bras mécanique au Capitaine Crochet. Ça devait être amusant de voir Crochet en mode Terminator. Les animateurs utilisent également bien plus le département maquette créé après Pinocchio pour l'ébauche de leurs personnages et des bateaux vus dans le film. La recherche de perfection dans ce film est hallucinante. Et elle ne se limite d'ailleurs pas qu'au visuel, mais bien aussi à la bande sonore. Pour éviter des effets sonores trop proches de la science-fiction et respecter le principe du 70-30, les animateurs vont également écumer les boutiques de jouets et les brocantes à la recherche de jouets mécaniques anciens. Tout ça, bien entendu, pour les étudier et les reproduire dans le mécanisme du bras de John Silver et du robot Ben. Bref, rien n'est laissé au hasard durant le développement du film. Film qui devient rapidement une véritable révolution de l'animation traditionnelle, et même le sommet d'un art. Mais pendant ce temps, le monde change. Et l'animation aussi. Dans les années 90, l'animation vit l'un des tournants les plus importants de son histoire, l'arrivée de l'ordinateur dans le processus créatif. Et cette révolution est menée par un studio bien connu, Pixar. En 1995 sort Toy Story. Et si le film peut paraître un peu vieillot pour certains aujourd'hui, à l'époque, c'est du jamais vu. Il y a de l'orage dans l'air, on dirait. Monsieur Leclerc, je suis tellement curieux. Un ranger de l'espace, à quoi ça sert en gros? Une animation entièrement réalisée par ordinateur à une époque où celui-ci n'est pas entièrement démocratisé. C'est inimaginable. Aujourd'hui, vous utilisez quotidiennement votre PC, votre tablette ou votre smartphone. Mais dans les années 90, c'est encore anecdotique. On est quasi sur une nouvelle forme d'art et de narration. Et cette technique se perfectionne au fil des productions. Les visuels sont encore plus impressionnants dans Toy Story 2 en 1999. Quel micro, c'est pourtant ça! Oh, il me flanque la chair de poule, ce poulet! Mais le film qui va véritablement bluffer le public sort en 2001. Monstres et compagnie est projeté en salle. Et c'est juste bluffant. Les textures, les mouvements de caméra, tout est novateur. Et ça, tous les studios d'animation le comprennent à Hollywood. L'avenir n'est plus au crayon et au papier. Il se trouve dans des logiciels et des cartes graphiques. 20th Century Fox s'y met avec l'âge de glace. DreamWorks expérimente aussi de nouvelles techniques avec Chicken Run. Tous ne valent pas le niveau proposé par Pixar, mais à l'an 2000, la course à l'animation 3D est enclenchée. La 3D, c'est le futur. Et pendant ce temps-là, les studios Disney travaillent d'arrache-pied pour terminer leur projet le plus ambitieux à ce jour. Le film sort en novembre 2002, pendant la période concurrentielle des fêtes de fin d'année. Pour démarquer le film de ses concurrents, Richard Cook, alors président des studios Walt Disney, sort le film en format traditionnel mais aussi en IMAX. Mais cette sortie est suivie par un sentiment amer pour les animateurs. Le long métrage qui aura mis presque 20 ans à voir le jour ne répond pas aux attentes du public. Il est d'une splendeur spectaculaire. Et ça, grâce à un budget démesuré. Le film est l'un de ceux les plus chers jamais développés, mais le box-office est glacial et les recettes plus que timides. L'échec se fait ressentir violemment, puisque les bénéfices de Buena Vista Distribution, filiale de Disney, voient ses bénéfices du 4e trimestre chuter de 47 millions de dollars quelques jours seulement après la sortie du film.
Ce dernier est même classé par le Los Angeles Times parmi les plus gros flops de l'histoire du box-office en 2014. L'un des plus grands rêves du studio sombre au cauchemar. Évidemment, la période de sortie du film est dès le début problématique, avec la sortie de grands blockbusters au cinéma, comme Meurt un autre jour en novembre, ou encore Harry Potter et la Chambre des Secrets et Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, en décembre. Que des sagas adorées et surtout très attendues par le public. Mais l'échec ne vient pas seulement à partir du moment où le film sort en salle. En vérité, il commence dès la sortie de la bande-annonce. Disney ne sait pas quoi montrer au public, et surtout, il ne sait pas quel public viser. Le trailer montre des scènes d'action, rapides et avec beaucoup d'explosions, mais ne montre jamais le véritable cœur émotionnel du film, la relation entre Jim et Silver. Et là, les enfants pensent que le film est trop sérieux, et les ados pensent que c'est un dessin animé pour enfants. Résultat, personne ne sent visé. Et dernier problème, les attentes du public en matière d'animation ont changé. Même Disney commence déjà à abandonner l'animation traditionnelle au profit de l'animation assistée par ordinateur. La planète au trésor appartient déjà au moment de sa sortie à une époque révolue. Une époque remplie de chefs-d'œuvre. Et malgré lui, le film en devient le symbole, le dernier grand rêve d'une époque qui appartient au passé. La planète au trésor est un de ces films qui provoque le débat auprès des fans. Véritable chef-d'œuvre pour certains, élément pauvre de la filmographie Disney pour d'autres. Le film présente une panoplie de personnages, magnifiquement réalisés par des animateurs de talent. Malheureusement, tous ne sont pas égaux dans la réalisation. Visuellement, il n'y a pas d'erreur. Chacun respecte à merveille le style graphique choisi et est beau à sa manière. Mais dans leur développement, tous ne se valent pas. Et cette problématique est notamment due au fait que le film veut en permanence s'émanciper des anciennes productions, tout en tentant de conquérir les petits comme les grands. Un film qui se veut grand public, parfois un peu maladroitement. Comme je vous disais, dans le livre original, Jim Hawkins est un enfant. Le choix est alors fait de le vieillir pour correspondre à la jeunesse actuelle. Et ce choix est aujourd'hui sujet à débat auprès des animateurs. Car dans le livre, l'enjeu, c'est qu'un jeune enfant soit en permanence poursuivi par des pirates sanguinaires. Sauf que les scènes de poursuite sont directement moins dramatiques lorsque c'est un adolescent taciturne qui se fait poursuivre. Du coup, il faut déplacer l'enjeu autre part. Quand le drame est dilué, il faut le recréer d'une autre manière. Et ça, c'est possible grâce à la relation mentor-parent entre Silver et Jim. Cette relation est déjà présente dans le livre, mais dans une moindre mesure. Et surtout, elle est faite bien plus assidieusement que dans le film. Ici, Disney part du principe que le spectateur connaît le développement des personnages du livre de l'île au trésor. Mais si cette affirmation peut être vraie pour les anciennes générations, elle ne l'est plus du tout pour la nouvelle. Et de ce fait, le rapprochement entre les deux se fait de manière abrupte. Il manque quelques minutes pour qu'elle soit totalement crédible. Ils se rencontrent, se méfient l'un de l'autre, puis se rapprochent et la trahison arrive. Mais plot twist, ils collaborent et puis se séparent dans une scène poignante. T'es vraiment pas n'importe qui, Jim. Tu vas faire de l'ombre, c'est toi. C'est très beau, mais parfois la sensation que certaines scènes sont coupées est perceptible. Et cette théorie est également applicable à un autre personnage qui se veut dès le début important, mais qui va perdre son utilité pendant le déroulement du film, le capitaine Amelia. Vous devriez vous accrocher, docteur. Elle apparaît dans toutes les scènes importantes de la première partie du film, puis disparaît presque instantanément durant la deuxième moitié. On est en droit de se demander si son rôle dans l'histoire n'a pas été raccourci en fin de production, alors que d'autres personnages remplissent parfaitement leur rôle comme Morph. Sans être un élément essentiel de l'histoire, il respecte son rôle de sidekick en apportant de l'humour bien dosé et de l'émotion là où il en faut. C'est là où se pose véritablement le problème de la planète au trésor selon moi. Le visuel du film est parfait. Il est riche et éblouissant, mais le scénario est parfois fragile. Le rythme est compressé. Et pour un film mettant en scène une épopée grandiose de science-fiction, ça se ressent. La dernière production des studios Disney est définitivement une tentative de proposer quelque chose de totalement différent, mais qui est malheureusement bridée par la peur de proposer quelque chose de trop différent. Malgré tout, ces quelques défauts n'empêcheront pas le film de devenir culte par la suite. La planète au trésor est un film imparfait, mais c'est un film profondément sincère. Un projet qui est né d'une ambition de créer quelque chose d'unique, le rêve d'émerveiller des générations avec des visuels magnifiques et une immersion dans une galaxie chaude et amusante. C'est une capsule temporelle des années 2000. Un film qui repousse avec audace les limites visuelles. Comme beaucoup de Disney à leur époque, c'est un long métrage incompris lorsqu'il est sorti en salle. Mais avec les années, il a réussi à trouver son public. Si le box-office a soufflé un vent froid sur les équipes d'animation,
et provoquer une refonte totale de la manière de faire les longs métrages pour les studios, le film a pourtant réussi à se faire une place au fil des années dans le cœur des fans. Il est devenu le symbole d'une période des studios. Un studio qui a marqué son besoin de se renouveler. La planète au trésor n'est pas seulement un échec commercial. C'est peut-être aussi le dernier moment où Disney a cru que l'animation traditionnelle pouvait encore rivaliser avec l'avenir. Et lorsqu'on voit comment Frères des ours et La ferme se rebelle ont été promus juste après, on comprend que Disney ne croyait déjà plus en l'animation 2D. Quand le RLS Legacy quitte le port, on est invité à partir pour une grande aventure. Mais avec le recul, on se rend compte qu'il représente un studio qui entame son dernier grand voyage, avant d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie de revoir ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de La planète au trésor. A-t-il reçu l'accueil qu'il méritait à sa sortie? En attendant, je vous invite à liker et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, on s'intéresse aux histoires de production, parfois tragiques, des longs métrages et à l'histoire avec un grand H des studios Disney. Je suis aussi curieux de savoir quel autre long métrage, peut-être un peu boudé à sa sortie, mériterait que l'on s'y intéresse d'après vous. En attendant la prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et n'oubliez jamais que derrière chaque succès se cachent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. La bise!